Est-ce que vous avez des questions? Oui, une ici. Oui. Bonjour. Merci pour ces exposés. Ce que j'entends dans l'éducation thérapeutique aussi, moi ce qui me gêne, on va rentrer dans le vif du débat, le mot éducation. Je suis quand même un peu frappé. Je trouve que c'est un accompagnement. Parce que quand on entend ce que vous venez de dire dans vos exposés, on voit bien qu'il y a l'expérience du patient qui vient vous interférer, et avec l'évaluation, ce que vous allez vous acquérir et modifier. Donc c'est un accompagnement qui est mutuel. C'est pour ça que ce mot-là me gêne un tout petit peu. Mais bon, c'est une question de débat parce que je trouve qu'il faudrait y réfléchir. Moi, ce que je n'ai pas entendu, qui m'a un tout petit peu gêné, c'est la notion de temporalité. On a l'impression que c'est fluide, que le patient rentre dans le circuit, il a le bilan, il a ses ateliers, il a son évaluation, comme si c'était quelque chose de facile. On sait bien aujourd'hui que beaucoup de patients ont du mal à avoir un rythme aussi fluide. On peut être décidé à y aller aujourd'hui et demain, je suis fatigué, je ne suis pas bien. Et comment on fait? Parce que ça met en déroute beaucoup d'ATP ou d'ETP, ce que vous voulez. Et c'est quelque chose que je ne sens pas et que je trouve qui est primordial aujourd'hui, qu'on ne sait pas appréhender correctement. Quand on fait les bilans, excusez-moi, les bilans éducatifs au début, avec les parcours, on a l'impression qu'il y a une sélection. Mais quels sont en fin de compte les ressorts que le patient met et quelle est sa notion de volonté qu'il met pour venir? Parce qu'on dit qu'on va étudier, on va voir s'il est motivé ou pas, mais sur quels critères on se pose? Si je viens vous voir ce jour-là, je suis bien, demain peut-être vous me faites le même entretien, je ne serai pas bien. C'est comment on appréhende cette incertitude dans un accompagnement à long terme, parce que ça ne se fait pas sur 3 jours, 3 mois, 1 mois, c'est du temps. Et comment on fait si, par exemple, il a besoin d'arrêter, de reprendre? Et ça, je n'entends pas et ça m'ennuie parce qu'on a l'impression que c'est trop fluide. Merci. Merci. Effectivement, il y a une notion de temporalité qui est à prendre en compte et c'est une réalité. D'ailleurs, c'était un des critères de qualité que j'ai pas forcément beaucoup développé, mais en plus de la proximité, c'est aussi de pouvoir être là au bon moment, c'est-à-dire quand le patient en a le plus besoin et quand sa demande est claire et que la motivation est là. Donc, ça demande énormément de flexibilité, effectivement. Et je pense que ça fait partie de la posture et que ça intègre vraiment la façon dont on voit les choses, c'est-à-dire que la personne se présente quand elle est prête et quand elle est disposée à être disponible, dans le meilleur des cas. Ça fait partie effectivement de la culture ETP, c'est-à-dire que c'est flexible finalement, c'est pour répondre aux besoins au moment où il est prononcé. Tu veux compléter ? Moi, pour vous rejoindre, nous, c'est ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des patients pour qui on a une orientation, on va avoir un appel téléphonique, un BEP, puis on se rend compte que ce n'est pas le moment pour cette personne-là maintenant. Et l'idée, c'est pas de fermer la porte, c'est de dire si un jour vous souhaitez, c'est possible, je vous laisse les coordonnées, vous avez la plaquette, les informations. Et c'est peut-être pas maintenant, en tout cas, le fait est que c'est une ressource qui est à votre disposition. Et puis nous, on est là, on vous accompagne. Et je crois qu'en fait, ce qui est très important à l'heure actuelle, c'est de dire aux personnes qu'on est là, qu'il y a un maillage et que les soignants, ils accompagnent quoi qu'il arrive, qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais patients, que les patients, c'est une personne à part entière qui vit ce qu'il a besoin de vivre et que nous, on est là dans son parcours de soins et que on lui offre un espace, quoi. Donc voilà. Juste une précision sur l'éducation. On parle de valeur éducative. Ce n'est pas l'éducation nationale. Le but, ce n'est pas que les gens apprennent de A jusqu'à Z et qu'ils commencent par la physiopathologie pour terminer par la façon de mieux prendre les comprimés.
C'est qu'en fait, à partir du moment où on partage des expériences, ce partage d'expériences a une valeur éducative et qu'il y a des apprentissages qui sont utiles aussi pour arriver à vivre, à s'arranger, à avoir une vie sociale, professionnelle, familiale avec la maladie ou avec la douleur. Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc du coup, ces histoires de bilan d'éducatif partagé, c'est pas faire le tri, c'est comprendre ensemble ce qui motive à ce moment-là quelqu'un à vouloir aller plus loin dans sa compréhension de ce qui lui arrive. Voilà. Donc c'est vraiment le début du partenariat, c'est ça. Alors, bien sûr qu'il y a une valeur d'accompagnement et sont en train de se définir ce que peuvent être les contours d'un accompagnement vers plus d'autonomie en santé, qui probablement c'est l'avenir dans la suite, je dirais, de ce qu'a raconté Caroline. C'est que l'évolution, elle est vers l'accompagnement et l'autonomie en santé. Dedans, il y a des principes d'éducation thérapeutique, qui sont des principes forts que vous a développés aussi Caroline, et que Anaëlle vous a montré à quel point ça pouvait modifier de façon radicale la façon de percevoir les soignants et la façon de collaborer entre patients et professionnels, et l'apport évident des patients partenaires. Ouais. Je voulais rebondir aussi sur ce que vous venez de synthétiser. En fait, et je trouve que la question de notre collègue rejoint un peu celle qu'il a posée ce matin par rapport notamment à la sophrologie. En fait, le fait d'avoir pu poser ces programmes d'éducation thérapeutique à un moment donné, de les inscrire, de les rendre visibles, de permettre aux personnes, quel que soit le moment de leur maladie, d'y rentrer, c'était aussi une possibilité justement de dire oui, ça existe, vous n'êtes pas anormaux, c'est normal, vous pouvez venir là, et du coup c'est une place qui est la vôtre, qui va aussi nous apprendre à nous soignants, effectivement, à en faire quelque chose, et ça nous a beaucoup aidé à faire reconnaître dans nos organisations complexes, que ce soit en ville ou à l'hôpital, qu'effectivement ce temps de partage, d'écoute active et ces soins éducatifs, comme on les appelait, ils avaient autant de place que les autres soins techniques. Donc à un temps T, vers 2009 à peu près, ça nous a aidé à formaliser quelque chose. Aujourd'hui, comme vous dites, on va pouvoir passer à une nouvelle étape, notamment qui s'associe aussi avec tout ce qu'on a pu travailler sur la démocratie sanitaire et ce que vous venez d'indiquer sur l'autonomie, puisque c'est aussi beaucoup des postures qu'on a dans notre société et qu'on a envie en tant qu'individu, de pouvoir choisir aussi des choses et d'être acteur dans notre propre santé. Donc voilà, c'est plutôt vers un devant, mais encore une fois, c'est comme pour ce matin, à un moment donné, il faut faire une démonstration que voilà, en associant telle et telle chose, ça va donner un résultat qui va être porteur pour la personne. On peut dire que ça ne sert à rien, on peut dire qu'il y a d'autres modes d'expérience, et c'est vrai, et c'est juste, et c'est tout aussi juste. Pour autant, voilà, c'est des briques qui permettent d'avancer la brique d'après. Je le prends en tout cas plutôt comme ça, dans le sens très positif, et on voit bien depuis 10 ans comment ça a évolué. Enfin, je veux dire, quand on proposait à des patients d'intégrer nos programmes, bon, là, on avait un peu de résistance. Aujourd'hui, on sent bien que voilà, c'est pas simplement une porte qui a été poussée, c'est une expérience qui est dans beaucoup de territoires français, qui est en place et qui nous apprend et qui nous permet de bouger. Je vais répondre aux questions peut-être qu'il y a sur SMS, il y en a plusieurs, dont une qui, j'imagine, à la base était pour Anaëlle sur comment aborder les mécanismes de la douleur avec les patients. Je vais juste me permettre de répondre, savoir si on peut inverser la question. Est-ce que la question, c'est de se demander comment on aborde les mécanismes de la douleur avec les patients, ou est-ce que c'est de se demander c'est quoi le mécanisme de la douleur? Est-ce que le patient parle de mécanisme de la douleur, et dans sa vie quotidienne, c'est quoi la douleur en fait? Est-ce qu'on pourrait repartir plutôt du patient lui-même? Qu'est-ce que c'est que la douleur? Et aller réfléchir ensuite, parce que du coup la question qui suit, c'est quelle technique d'animation? La technique d'animation, c'est juste un outil. C'est juste quelque chose pour une interface, c'est un PowerPoint, c'est un speed dating, c'est tout ça. C'est qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière? Qu'est-ce que c'est que l'objectif derrière? Et quand je dis objectif, c'est pas votre objectif presque, c'est l'objectif du patient, de qu'est-ce qu'il va faire avec cette douleur. Est-ce qu'il y a vraiment... voilà, qu'est-ce que c'est son mécanisme à lui? Parce que ce n'est pas les mécanismes de la douleur pour le patient, c'est mon mécanisme à moi et comment je fonctionne et comment ça va marcher après. Voilà, c'est peut-être de renverser la question pour aborder la douleur. Alors, je vais essayer de répondre rapidement à cette question enfin, voilà.
Alors, quels outils j'utilise concrètement, enfin, quels outils on utilise? Parce qu'en fait, la posture ETP, c'est une position basse, c'est une position d'accueil. Et en fait, les techniques qu'on utilise pour les séances ETP, moi, j'utilise dans plein d'autres situations. L'autre jour, j'ai fait un cours avec des formatrices à l'IFSI, et ben, j'ai fait les mêmes outils. Parce qu'en fait, on utilise des techniques très simples. Pour parler des différents mécanismes de douleur, moi, je parle, en fait, on va partir des 4 composantes. Donc, je leur dis, lorsque vous avez une douleur, qu'est-ce que vous sentez? Comment est-ce que votre corps réagit? Qu'est-ce que vous ressentez? Et qu'est-ce que vous vous dites? Et du coup, donc, les patients vont me dire plein de phrases. Donc, ils vont me dire, ça pique, ça brûle. Alors, moi, sur le tableau, j'écris ça pique, ça brûle. Et puis, ils vont me dire, je me mets en position allongée, j'arrête de bouger, ou au contraire, j'ai besoin de marcher. Donc, je mets ça, j'écris en dessous, avec des couleurs différentes. Je fais un truc coloré en plus. Puis les gens vont me dire qu'est-ce que je ressens. Alors je dis ça fait quoi dans votre cœur? Enfin, c'est quoi l'émotion qui est présente, quoi? Et puis ils me disent des fois je suis super triste, puis il y a de la colère. Alors du coup j'écris colère, donc on va citer toutes les émotions, l'anxiété, tout ça. Puis qu'est-ce que vous vous dites? Et puis en fait au fur et à mesure les gens, par exemple quand on va être dans l'émotion, vont me dire des choses à la composante cognitive. Donc moi je les note directement. Et donc je note les phrases. Et donc ils vont me dire ça va jamais s'arrêter. Est-ce qu'un jour on va trouver quelque chose? Et du coup une fois qu'on a noté ça, du coup je dessine un puzzle. Pour dire que ce sont les 4 composantes, donc les 4 pièces qui s'imbriquent les unes entre les autres. Et une fois qu'on a ces 4 pièces, j'ai des petits pictos, donc j'ai des petits dessins avec quelque chose qui symbolise les émotions avec des petits smileys. Voilà. Et du coup, je leur dis, si on devait mettre un picto sur chaque pièce du puzzle, lequel vous mettriez? Alors du coup, les patients le mettent. Et maintenant, si on devait nommer, comment est-ce qu'on appellerait? Alors du coup, on va dire, ça c'est la composante donc sensorielle, émotionnelle, cognitive, comportementale. Très bien. Et en fait, on dit, du coup, on se rend bien compte qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une douleur, il y a tout le temps les 4 composantes qui sont en jeu. En fait, quand on a mal, souvent, on va parler que de la sensation douloureuse. En fait, à chaque fois qu'on a mal, il y a tout le temps une émotion qui va avec. Donc là, ça va être les 4 composantes. Une fois qu'on a fait les 4 composantes, on va pouvoir partir sur les stratégies antalgiques. À quoi ça sert une stratégie antalgique? In fine, à mieux vivre au quotidien. Ça va? Et du coup, citez-moi toutes les stratégies antalgique. Alors, on va dire les médicaments, on va dire l'hypnose, la sophrologie, la relaxation, le TENS, tout ça. Et puis, ok, super. Alors, du coup, on va prendre chacun un par an. Et puis, on va dire, alors, sur quelle composante ça joue? Alors, par exemple, ils vont me dire le TENS, ça joue sur le comportement. D'accord, ça joue sur le comportement parce que du coup, ça détend la jambe. Ok, alors une fois que ça a détendu la jambe, ça fait quoi? Au niveau émotionnel, on se sent mieux parce qu'on se dit, c'est efficace. D'accord, c'est efficace. Donc dans ma tête, je me dis que ça va mieux. Donc ça joue aussi sur le cognitif. Et du coup, on fait des carrés comme ça et puis des croix. Puis il n'y a pas de bon ordre. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait tout mettre partout. Et en fait, l'idée, c'est bien de montrer que tout est interconnecté. Et en fait, du coup, à la fin, ça nous fait un beau puzzle avec à côté toutes les stratégies. Et en fait, ça permet de mettre en lumière que pour la douleur chronique, l'accompagnement et le traitement, il est multimodal. Et souvent, il y a la question des médicaments. Et l'autre jour, j'étais avec un groupe de patients, le dernier groupe là, et puis j'ai dit les médicaments, ça joue sur quoi? Sur le sensoriel, ouais, parce que du coup, quand on prend le médicament, ça va diminuer la sensation de brûlure. Et je dis, est-ce que ça joue sur les émotions? Parce qu'on a pris un médicament et du coup, on se dit, ça va aller mieux. Ah non, au contraire. Moi, quand je prends un médicament, je me dis que c'est encore un truc qui va pas marcher. Ah ouais, donc pour vous, ça active un effet nocebo. Donc on parle du placebo, nocebo, qu'est-ce que ça fait? Je te veux du bien, qui veut te nuire. On parle de tout ça. Donc voilà, ça c'était un exemple. Et puis la physiologie de la douleur, quand on parle des médicaments, si on prescrit à un patient un antiépileptique, c'est trop long ma réponse ou ça va? Vous me coupez? Coupez-moi, n'hésitez pas. 3 minutes. Bon, alors très simplement, on parle de la douleur neuropathique. Alors moi, je me mets debout et puis je dis, une douleur neuropathique, c'est une lésion d'un nerf. Donc, excusez-moi, j'ai presque envie de me lever. Donc, soit au niveau périphérique, donc voilà, on a quelque chose qui est coupé là, ou au niveau central. Ok, alors du coup, si c'est le nerf qui est abîmé, donc neuropathie, donc maladie du nerf, donc il faut donner un médicament qui joue sur le nerf. Et qu'est-ce qu'on a comme médicament qui joue sur le nerf? Je dis, c'est quoi une crise d'épilepsie? Une crise d'épilepsie, c'est une décharge électrique. Enfin, là, je vous le fais rapidos, mais c'est les patients qui disent. Parce que moi, je pars du principe que les patients, ils savent tout. Ils le savent très bien. Donc, ils vont donner toutes les réponses. Donc, ils disent, c'est une décharge électrique. OK. Donc, en fait, l'idée des antiépileptiques, c'est qu'on va passer de 220 volts à 20 volts. Et comme la douleur neuropathique, en fait, c'est le courant électrique qui va trop vite, du coup, on va passer de 220 volts à 20 volts. Comme ça, le courant électrique, il ira plus doucement.
ben, comme ça, il y aura moins de douleurs neuropathiques. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Voilà. Et puis, il y a d'autres exemples qu'on donne pour les antidépresseurs. Et puis, voilà. Et du coup, l'idée, c'est que la physio, en fait, elle permet de faire du lien avec le traitement. Ce n'est pas de la physio pour faire de la physio. Mais ça permet le fait d'expliquer ce que c'est une douleur par excès de nociception en donnant des exemples très concrets. Moi, j'ai des petits schémas avec des maisons, le système de l'alarme, enfin, tout ça. Ça permet du coup de comprendre, rien que dans ces moments-là, on aborde du coup aussi les représentations de la société. Parce que du coup, on dit, est-ce que en fait, quand il y a deux douleurs, on ne peut pas comparer deux douleurs. Et du coup, ça permet aussi de parler des difficultés à échanger avec l'entourage qui n'a jamais vécu ce type de douleur. Voilà, donc en fait, ça, ce sont des prétextes à la discussion, aux échanges, et ça permet en fait aux personnes de cheminer tranquillement à leur rythme sur différentes thématiques. J'espère que cette réponse satisfaisante. Merci beaucoup pour cette réponse qui montre que le travail de déconstruction, reconstruction avec la façon dont les personnes pensent et se représentent ce qui leur arrive a cette valeur éducative fondamentale qui est de comprendre ce qui nous arrive et comment on peut s'en arranger ensuite, y compris avec les traitements et la représentation physiopathologique. Voilà. Un grand merci pour cette réponse. J'aurais peut-être arrêté là parce que c'est l'heure. On peut rester 3 heures comme ça ensemble. On va en arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions respectives et merci à vous d'être restés jusqu'à cette heure tardive.